Merci pour la présentation. Merci pour l'invitation aussi. Je suis très contente de parler d'éthique et de l'IA en général, mais encore plus ici devant tout le monde qui commence un nouveau stage ou un nouveau projet de recherche à l'université. Le bootcamp de l'ID, c'est une initiative très intéressante. J'ai moi-même participé quand j'étais dans mon premier stage en bioinformatique. J'ai rien compris. Puis finalement, quand j'ai commencé ma recherche à la maîtrise, j'ai assisté aussi et là, je comprenais beaucoup mieux. Donc, inquiétez-vous pas si jamais il y a plusieurs choses qui sont confuses, c'est normal au début. Puis à force d'être dans le domaine, de voir des conférences, tout ça, on finit par se faire à main. Donc, ma présentation porte sur l'IA responsable et l'éthique. Comme Roselyne l'a dit, je m'appelle Sandrine, j'utilise le pronom elle. Alors, c'est la dernière présentation du bootcamp. L'éthique, c'est toujours le truc qu'on garde pour la fin, hein, si jamais on a un peu de temps. C'est toujours comme ça dans les conférences, c'est comme ça dans les cours aussi à l'université. Je me permets d'émettre une critique. Cette pratique-là, c'est pas l'idéal parce que et là, je parle pas du bootcamp en général, là, je parle dans le domaine académique tout le temps. Donc, à la fin d'un cours, à la fin d'une conférence, on est fatigué, on a eu beaucoup d'informations, il nous reste plus beaucoup de place pour l'éthique. Puis d'avoir cette idée-là que l'éthique, c'est quelque chose qu'on fait à la fin s'il nous reste du temps, ça fait un peu partie du problème parce qu'en fait, beaucoup de chercheurs et chercheuses en éthique montrent qu'en fait, l'éthique et l'IA responsable, ça se conçoit dès le début du design des algorithmes. Donc, excusez-moi, j'ai un problème avec mon deuxième Zoom qui disparaît tout le temps. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec un seul écran. OK. Donc, commençons. Alors, aujourd'hui, la présentation, on va d'abord parler du problème qu'on a en IA qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir une IA responsable. On va ensuite définir c'est quoi l'IA responsable, c'est quoi l'éthique. Je vais présenter certains outils qui existent, dont la Déclaration de Montréal. On m'avait fait une demande spéciale, donc on va quand même en parler amplement. Évoquer certains guides pratiques qui existent. Puis ensuite, je vais parler d'équitabilité, donc de fairness. Alors, équitabilité, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est une traduction de mon cru. Je suis ouverte aux suggestions, mais ce sera le terme utilisé pour aujourd'hui. Et ensuite, je vais terminer avec un de mes sujets de prédilection, l'interprétabilité et l'explicabilité, juste avant de conclure. Alors, le problème en IA. Je vous présente des exemples qui viennent du traitement naturel de la langue, pas parce que c'est un domaine plus problématique qu'un autre, simplement dans un souci de continuité avec la présentation qui a eu lieu juste avant. Mais vraiment, là, les problèmes qu'on va voir se retrouvent dans tous les champs de l'apprentissage automatique, là, que ce soit supervisé, non supervisé, dans l'apprentissage profond aussi. Donc, c'est vraiment généralisé. Alors, dans le domaine de l'éthique de l'IA, il y a un article qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'article On the Dangers of Stochastic Parrots. Donc, ça a été publié par Timnit Gebru, qui était une chercheuse chez Google, une éthicienne, en fait, une informaticienne qui s'intéresse beaucoup à l'éthique de l'IA. En fait, cet article-là a fait scandale parce que Google ne voulait pas qu'il soit publié. Gebru a insisté pour qu'il soit publié et en fait, elle s'est fait renvoyer de chez Google à cause de ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point les grandes compagnies font des départements où s'intéressent à l'éthique, à l'IA responsable, mais bon, des fois, c'est peut-être un peu seulement pour les apparences. Hein, ils veulent bien investir de l'argent là-dedans, mais pas publier des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils font. Donc, cet article-là était très intéressant parce que la chercheuse mettait en évidence 4 problèmes qui découlent des grands modèles de langue, comme le GPT-3. Donc,
un premier enjeu qui est soulevé, c'est le coût environnemental et financier de l'entraînement. Donc, on dit qu'entraîner un gros réseau de neurones, là, ça produit autant de gaz à émission, des gaz à effet de serre, que la durée de vie complète d'une voiture, incluant sa construction. Donc, c'est un pensez-y-bien quand on entraîne des réseaux de neurones, c'est assez lourd environnementalement parlant. Puis évidemment, financier parce que, bon, il y a des infrastructures qui sont liées à ça, il y a des salaires qui sont versés aussi, mais vraiment, le coût environnemental, c'est quelque chose qui est très peu discuté. Il y a tout le domaine de l'informatique durable qui commence à s'y intéresser, mais c'est vraiment un enjeu là, important qu'il va falloir considérer dans l'avenir. Deuxième point qui est soulevé par la chercheuse, c'est l'impossibilité d'examiner les biais dans les données en raison de la taille. Donc, les grands modèles de langue utilisent une quantité astronomique de données, pratiquement tout ce qui est publié sur Internet, puis ça devient impossible, évidemment, de faire le tri dans les données. Quand on a des jeux de données plus petits, bien, on peut nettoyer nos données, puis on peut s'arranger pour que peut-être nos données soient moins biaisées, mieux balancées. Mais dans les gros modèles où il y a des données massives, ben c'est impossible de faire ça. Donc, ça aussi, c'est un problème au niveau de l'éthique de l'IA. Ensuite, elle déplore que les efforts en recherche sont dirigés plutôt vers la manipulation de l'information que la compréhension de l'information. Donc, les grandes compagnies, les GAFAM de ce monde, comme on dit toujours, ben, évidemment, ont des objectifs économiques, marchands, de publier des modèles, de faire de la recherche. Donc, souvent, ben, les efforts sont orientés là-dessus plutôt que sur la compréhension des modèles, hein, parce que les réseaux de neurones, vous savez, on a encore de la misère à comprendre effectivement comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de détails qui sont encore obscurs. Puis, ben, une grosse partie de la recherche des grandes compagnies ne va pas là-dedans. Donc, c'est un problème. Puis, le quatrième problème qui est décrit dans l'article, c'est le fait qu'on a une illusion de sens et que ça peut mener à la désinformation. Parce que les grands modèles de langue performent extrêmement bien. On a pratiquement l'impression de parler à un humain derrière la machine. Et ça, ben, ça fait en sorte que c'est très facile de créer de la désinformation avec les fake news et toutes ces choses-là. Je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Donc, cet article-là était fondateur pour révéler vraiment les problèmes en éthique de l'IA, puis tous les enjeux liés à l'IA responsable. Autre exemple, vous en avez probablement entendu parler. Excusez-moi, je regarde le chat en même temps. Oui. S'il y a des questions, Jean, je vais les poser. Donc, alors, autre scandale qui a lieu, donc, je disais, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'algorithme d'Amazon qui cherchait à faire le tri dans les CV. Donc, en fait, ils ont découvert que cet algorithme-là était basé sur des données historiques. Donc, il y avait très peu d'employés qui étaient des femmes chez Amazon. Alors, l'algorithme a appris, sans même que le genre soit un élément qui soit écrit sur le CV, à discerner si une personne qui candidatait était une femme ou un homme. Et évidemment, comme les femmes étaient sous-représentées, ben, l'algorithme sélectionnait beaucoup plus souvent des CV de personnes qui étaient des hommes. Alors ça, ça a fait scandale et vous vous doutez que c'est vraiment problématique. Si on a un algorithme qui détermine si on va avoir un emploi plus tard, évidemment, on ne veut pas qu'il soit biaisé. Et là, le fait qu'il soit biaisé sur le genre, c'est clairement un effet discriminatoire. Donc, ce biais-là, dans le scandale de l'algorithme d'Amazon, était basé sur le fait que un certain groupe de la population était sous-représenté dans les données. Plus tard, on a aussi découvert que ce genre d'algorithme-là était biaisé au niveau de la race. Donc, en fait, le modèle de langage, en regardant les noms qui étaient écrits sur le CV, ben, pouvait déterminer si un nom appartenait à une personne qui était occidentale ou si c'était peut-être une personne issue d'immigration. Et évidemment, là, comme le titre de l'article dit, Émilie et Greg avaient plus de chances de se faire embaucher que Lakisha ou Jamal. Donc, ça, c'est plutôt un exemple d'un biais sociétal, malheureusement, pour souvent de mauvaises raisons.
les employeurs ont tendance à privilégier des personnes dont le nom leur est plus familier. Et donc, ça, c'est un biais qui continue d'être perpétué en ce moment. Et puis, l'algorithme a appris ce biais-là. Dernier problème avec GPT-3. Donc, comme je l'ai dit, GPT-3, c'est vraiment un algorithme super performant, c'est indiscernable de l'humain pratiquement. Mais ils ont remarqué que l'algorithme avait appris des connotations négatives reliées au genre et à la race. Donc, évidemment, c'est sur les personnes racisées et les femmes. Donc, avec GPT-3, on peut converser. Et lorsqu'il lui posait la question, quel est le genre d'une personne qui a un doctorat? Bien, l'algorithme répondait, un doctorant, c'est un nom masculin. Évidemment, là, ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français parce qu'en français, vous voyez bien que la grammaire nous lie au genre d'une façon ou d'une autre. Mais même en anglais, où c'est censé être neutre, l'algorithme avait appris un lien entre le fait d'avoir un haut niveau d'éducation et d'être un homme. À l'inverse, si on demandait à l'algorithme quel est le genre d'un infirmier ou d'une infirmière, ben, l'algorithme répondait que c'était féminin, en fait, infirmière. Donc, et cet article-là, le titre est peu évocateur, mais en fait, cet article-là démontre plusieurs associations négatives qui sont faites justement sur le genre, sur la race. Évidemment, à l'intersectionnalité des deux, c'est encore pire. Donc, vraiment, là, c'est le genre de biais qu'on a dans nos données, hein, parce que l'algorithme a appris ça sur les exemples qu'on lui a donnés. Et puis, ça devient très difficile dans un modèle de langue de corriger ce genre de biais-là parce qu'ils viennent des données. Donc, ces exemples-là étaient pour illustrer le problème. Le problème, c'est qu'on a des biais qui viennent de nos données. Que ce soit des vieilles données, donc des biais historiques qui font peut-être plus partie de la société, mais comme on entraîne nos algos sur des vieilles données, ben l'algo apprend ces biais-là. Ou encore que ce soit des nouveaux comportements biaisés qui sont aussi manifestés dans les données, l'algorithme les apprend. Donc, si on a un jeu de données qui manque de diversité, bien, à ce moment-là, l'algorithme va mal performer sur certaines catégories de la population, certains groupes ou sous-groupes de la population. Et si ces sous-groupes de la population-là correspondent à des caractéristiques qui sont protégées par la Charte des droits et libertés du Québec, comme l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les convictions politiques, le handicap, bien là, à ce moment-là, ça devient un biais qui est discriminatoire. Donc, à la base, les données contiennent des biais et prendre des décisions avec des algorithmes qui ont appris sur ces biais-là, ça mène à des inégalités. Et si les inégalités touchent des caractéristiques protégées, à ce moment-là, on tombe dans un contexte de discrimination. Donc, la présentation aujourd'hui porte sur l'IA responsable et sur l'éthique. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, l'IA responsable, traditionnellement, c'est le fait de pouvoir faire preuve d'accountability, comme on dit en anglais, donc le fait vraiment excusez-moi, j'ai des problèmes de fenêtres de Zoom qui disparaissent. OK, donc, l'IA responsable, c'est le fait de justement pouvoir rendre nos algorithmes responsables. Et ça se manifeste par 4 axes, soit l'interprétabilité, l'équitabilité, la sécurité et la protection de la vie privée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 axes seulement, l'interprétabilité et l'équitabilité. L'éthique, qu'est-ce qu'on entend par éthique? L'éthique, c'est une branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs ou de la morale. Et c'est aussi un ensemble de règles de conduite propres à une société ou à un groupe. Donc, quand on parle d'éthique, on va s'intéresser à la fois aux valeurs qui sont importantes et à un ensemble de règles ou de normes qui sont définies par un groupe ou une organisation. Donc, dans la communauté de l'IA, ça s'est manifesté par différents outils, soit principalement la Déclaration de Montréal.
Donc, on va regarder un peu les 10 principes fondateurs de la Déclaration de Montréal. Et là, en fait, j'aimerais solliciter un peu votre participation parce que c'est la fin de la journée. Vous avez été assis tranquillement toute la journée à des présentations. Donc, en fait, ce que je propose, si j'arrive à ne pas perdre ma fenêtre de chat, c'est que je vais passer au travers des 10 principes de la Déclaration de Montréal. Et si vous avez, c'est sûr que vous avez entendu parler de scandales, vous avez des expériences personnelles avec des technologies, pas nécessairement de l'IA, mais qui n'ont pas bien fonctionné dans certaines situations. Donc, à ce moment-là, je suis intéressée à avoir votre avis, à avoir votre expérience. Donc, alors, on va regarder chacun des principes. Et puis, si vous avez en tête un scandale qui démontre une utilisation de l'IA qui n'est pas en accord avec ce principe-là, partagez-la dans le chat. Donc, premier principe, celui du bien-être. Donc, on dit le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle, les SIA, doivent permettre d'accroître le bien-être de tous les êtres sensibles. Je ne regarderai pas tous les détails, il y a plusieurs sous-caractéristiques de chacun des principes. Là. On n'aura pas le temps de tout voir ensemble, mais on va quand même voir les grandes lignes là, si jamais vous n'avez pas envie d'aller lire la déclaration vous-même. Et pour information, la déclaration a été rendue disponible en 2018, donc ça fait quand même 4 ans. Ils ont quand même mis le doigt sur plusieurs des enjeux là, qui sont encore actuels. Et puis, c'est une initiative de l'Université de Montréal. Donc, en termes de bien-être, dans le principe du bien-être, on veut aussi améliorer les conditions de travail. Donc, si on pense au Amazon Mechanical Turk, vous en avez probablement entendu parler, c'était en fait un volet d'Amazon qui permettait aux chercheurs d'étiqueter les données. Hein, parce que pour faire de l'apprentissage supervisé, on a besoin d'avoir des données qui sont étiquetées. Évidemment, c'est un travail ardu, de longue haleine. Donc, Amazon offrait le service de pouvoir justement étiqueter les données que les chercheurs, les entreprises avaient besoin. Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'à travers ce service-là, les personnes, donc c'était un peu comme un service d'auto-entrepreneur. En fait, les personnes s'inscrivent en ligne pour pouvoir étiqueter les données. Sauf que, en fait, là, étiqueter des données, ça prend des heures et des heures. Puis les personnes étaient payées un salaire, là, quelque chose comme 10 cents de l'heure. C'était vraiment horrible. Clairement, on ne respecte pas les conditions de travail auxquelles on est habitué. Donc, dans ce cas-là, le bien-être des travailleurs de l'IA, parce que c'est quand même des personnes qui travaillent pour nous aider à concevoir les systèmes d'IA, n'était pas respecté. On peut aussi penser aux modérateurs des réseaux sociaux donc les algorithmes ne sont pas encore super bien performants pour retirer le contenu violent ou à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des humains qui doivent parcourir le contenu et retirer le contenu. Puis, les personnes qui font ce travail-là n'arrivent pas à le faire très longtemps parce qu'en fait, ils voient des choses tellement horribles sur Internet qui sont traumatisés. Donc, c'est vraiment pas non plus des bonnes conditions de travail. Donc, dans ce contexte-là, on peut voir que le principe du bien-être n'est pas respecté. Dans le chat, on propose les robots des entrepôts d'Amazon qui permettent d'accroître la cadence, mais aussi ça affecte le bien-être des travailleurs et ça diminue la qualité des emplois. Tout à fait. Super exemple. Merci, Maxime. On propose aussi la dépendance aux réseaux sociaux. On pourra même y revenir dans un autre principe. Deuxième principe, le respect de l'autonomie. Donc, les systèmes d'IA doivent être développés et utilisés dans le respect de l'autonomie des personnes et dans le but d'accroître le contrôle des individus sur leur vie et leur environnement. Donc, dans le principe de l'autonomie, on parle aussi de l'accès à l'information, l'accès à une bonne information. Et puis donc, tous les scandales qu'on entend parler sur les fake news, bien ça, en fait, c'est souvent les bots sont souvent des systèmes d'IA. Et faire de la propagande ou ou propager des mensonges, bien ça ne respecte pas du tout l'autonomie des personnes. On parle aussi d'éviter la captation de l'attention humaine, ou en fait le fait d'imiter l'apparence d'un humain. Donc, d'un côté, on a un enjeu où on veut
faire de l'intelligence artificielle qui s'approche le plus possible de l'intelligence humaine, mais d'un autre côté, se faire passer par un humain ou donc produire de la mauvaise information mensongère, mais qui est indiscernable d'une réelle information, mais ça, en fait, ça ne respecte pas l'autonomie des personnes. Parce que, justement, les personnes ont encore moins de contrôle sur leur vie ou sur leur environnement. Donc, ça, c'est un autre exemple. Troisième principe, la protection de l'intimité et de la vie privée. Là, je suis certaine que vous avez des exemples en tête. Donc, la vie privée et l'intimité doivent être protégées de l'intrusion des systèmes d'IA et des systèmes d'acquisition et d'archivage de données personnelles. Donc, ça, on peut penser à un autre scandale où des personnes ont utilisé les données de recommandation de Netflix qui ont été croisées à la base de données IMDb. Et là, en fait, ils ont pu identifier l'orientation sexuelle des usagers et usagères en croisant justement ces deux informations-là. Donc, on peut facilement s'imaginer que l'intimité et la vie privée n'étaient pas protégées à ce moment-là. On mentionne aussi tous les historiques des réseaux sociaux qui nous recommandent des items pertinents pour le bon moment de la journée. Tout à fait. Que l'algorithme sache à quel moment on est dans notre journée, quelles activités on fait habituellement, c'est définitivement une invasion de la vie privée. Souvent, même les algorithmes en savent un peu plus sur nous que nos proches. Donc, ça aussi, on n'est définitivement pas dans une utilisation de l'IA qui respecte les principes de la Déclaration de Montréal. Quatrième principe, la solidarité. Le développement des systèmes d'IA doit être compatible avec le maintien de liens de solidarité entre les personnes et les générations. Bon, ce principe-là nous dit qu'on veut réduire la vulnérabilité des personnes, on veut réduire l'isolement entre les personnes. Bien, moi, tout de suite, ça me fait penser à l'enjeu de littératie numérique. Ça vous arrive probablement dans des soupers de famille, vous avez des proches, vous avez des collègues même qui ont des problèmes avec la fameuse authentification double facteur de l'Université Laval, des proches de plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner, qui sont obligés de se créer un compte en ligne pour pouvoir aller chercher leur vaccin, qui ont de la difficulté avec ces nouvelles pratiques technologiques-là. Donc, vraiment, l'enjeu de littératie numérique, c'est vraiment important. Puis, ça crée justement des disparités entre les générations, entre les populations. On peut aussi penser aux algorithmes de Tinder, par exemple, qui ne montrent pas tous les profils en fonction de certains biais sur ce que les relations hétéronormatives devraient être. Donc, par exemple, vous êtes des étudiants, des étudiantes, ben, selon Tinder, un étudiant, ça n'a pas un profil socio-économique très élevé. Et puis, selon la conception de Tinder, les femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. Donc, à ce moment-là, les étudiants masculins ne verront pas nécessairement des profils qui pourraient les intéresser au niveau des femmes. À l'inverse, ben, être une étudiante, donc une femme éduquée, c'est pas quelque chose qui est considéré comme attractif selon l'algorithme de Tinder. Donc, à ce moment-là, ben, les profils des hommes qui vont être proposés seront pas non plus peut-être les mêmes que ceux que la femme cherche. Donc là, ici, on n'est clairement pas dans un maintien de liens de solidarité. On ne réduit pas l'isolement entre les personnes parce qu'on propose à des personnes de se rencontrer en fonction de caractéristiques qui n'ont rien à voir finalement avec leurs intérêts affectifs. On propose d'affiner la recherche de contenu par l'IA sur YouTube ou Google. Au contraire, contribue à isoler les groupes sociaux et à créer des bulles. Tout à fait. On va même en reparler de ça. Excellente suggestion. Donc, justement, dans le principe de participation démocratique, bien, les bulles informationnelles qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ça va à l'encontre du principe. Donc, le principe nous dit que les systèmes d'IA doivent satisfaire les critères d'intelligibilité, de justifiabilité et d'accessibilité. Beaucoup de mots en « et ».
doivent pouvoir être soumis à un examen, un débat et un contrôle démocratique. Bien, en fait, c'est très populaire de s'informer sur les réseaux sociaux, même qu'on essaie de les appeler les médias sociaux maintenant. Par contre, justement, le contenu qui est suggéré par les IA, ce n'est pas de l'information neutre, c'est du contenu qui fait en sorte qu'on va rester plus longtemps sur l'application. Donc, c'est du contenu qui est l'algorithme sait qu'on va aimer. Donc, au contraire, ça ne nous informe pas du tout sur ce qui se passe dans le monde, mais ça nous montre seulement ce qu'on veut voir. Donc là, ça crée ce qu'on appelle les bulles d'information. Donc, les gens sont isolés en fonction de leurs intérêts. Même qu'il y a un phénomène de chambre d'écho qui se produit aussi, où en fait, là, on remonte toujours le contenu que les personnes veulent voir. Donc, ça tend même à créer des opinions extrêmes parce que ça renforce toujours les mêmes opinions au lieu de montrer une diversité dans les opinions. Et puis, bon, on l'a vu avec le scandale de Cambridge Analytica. Merci, Torben. On pense à la même chose. Donc, où justement, ils ont pu influencer les votes en proposant des publicités ou du contenu qui incitait certains groupes de la population à aller voter. Puis tout ça en profilant les gens sur les réseaux sociaux en fonction des séries télé qu'ils regardaient ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a l'équipe de Datagotchi, ici au Québec, qui a fait une application qui vise à sensibiliser la population sur ces enjeux-là. Sixième principe, celui d'équité. Donc, le développement et l'utilisation des systèmes d'IA doivent contribuer à la réalisation d'une société juste et équitable. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas renforcer ou reproduire la discrimination. Donc là, clairement, les enjeux qu'on a parlé tout à l'heure, le problème du biais dans les données, c'est un gros problème en IA et ça s'inscrit dans le principe d'équité. Alors justement, le terme équité, c'est un terme qui était proposé là, pour la notion de fairness. Donc, l'équité, c'est ce qui est quelque chose qui est fair. Donc, c'est pour ça que le fairness, j'appelle ça l'équitabilité. Pour essayer de faire une distinction entre fair et fairness, donc équité, équitabilité. Septième principe, il y en a juste 10, on arrive à la fin. Principe d'inclusion de la diversité. Le développement et l'utilisation des systèmes d'IA doivent être compatibles avec le maintien de la diversité sociale et culturelle et ne doivent pas restreindre l'éventail des choix de vie et des expériences personnelles. Donc, on parle de restreindre les expériences personnelles. Bien, comme on l'a discuté, le fait de faire proposer toujours le même contenu, le même genre d'activité, le même genre de publicité, clairement, ça ne contribue pas à avoir une diversité d'opinions ou d'expériences. On peut aussi penser aux formulaires qu'on doit remplir en ligne. On nous demande souvent plusieurs informations sur nous, notamment à quel genre on s'identifie. Bien, en général, on doit s'identifier au genre masculin ou au genre féminin. Il n'y a souvent pas d'autres options. Quand il y a une autre option, bien, c'est l'option autre. Donc, on met toutes les personnes ici de la diversité de genre dans la même case. Donc, alors que finalement, c'est pas tout l'enjeu de non-binarité, c'est quand même très riche, très vaste. Donc, on peut penser à ça. Ce principe-là parle aussi de ne pas nuire aux libertés individuelles. Donc, on peut facilement penser à tous les enjeux de surveillance qu'il y a. Donc, le fait de savoir qu'on est surveillé en ligne, surveillé dans la rue, dans des grandes villes comme en Chine ou à Londres, ben ça influence les comportements aussi. Donc, on n'est peut-être pas dans... on se trouve en fait clairement à restreindre l'éventail des choix de vie des personnes. Donc, on voit que beaucoup de technologies numériques et d'IA ne sont pas nécessairement en accord avec les principes de la Déclaration de Montréal. Principe de prudence, toutes les personnes impliquées dans le développement des systèmes d'IA doivent faire preuve de prudence en anticipant autant que possible les conséquences néfastes de l'utilisation des systèmes d'IA et en prenant des mesures appropriées pour les éviter. Bon, ce principe-là nous dit qu'on ne veut pas nuire, qu'on doit avoir des garanties lorsqu'on déploie des modèles. Bien, selon moi, l'enjeu de l'interprétabilité s'inscrit bien dans ce principe-là, parce que justement, l'interprétabilité nous permet d'avoir une certaine confiance en nos modèles.
Il y a aussi le fait qu'on doit partager publiquement les failles des modèles. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très difficile. Hein, les grandes compagnies préfèrent déployer un modèle exactement avec le dicton de la Silicon Valley, go fast and break things, donc allons vite et brisons les choses. Mais justement, ça brise, ça cause beaucoup de problèmes. Et puis même, en fait, vous l'avez vu avec les différents scandales qu'on a discutés aujourd'hui, beaucoup de ces enjeux-là sont bien connus. Ça fait des années qu'on en parle dans le domaine de l'éthique, mais c'est aussi très connu au sein du grand public. Et pourtant, beaucoup d'algorithmes, de modèles sont encore en utilisation. Parce que même si finalement, certains lanceurs d'alerte vont dévoiler les failles, ben, c'est pas assez pour qu'on arrête de les utiliser. Donc, le principe de prudence n'est pas super bien respecté. On dit, j'imagine que dans certains cas, c'est même difficile pour la personne qui programme d'expliquer certains comportements discriminatoires qui pourraient avoir une IA. Effectivement, c'est pas toujours quelque chose qu'on voit avant le déploiement d'un modèle. Par contre, c'est une chose de ne pas l'avoir vu, c'est autre chose de le savoir puis de le laisser libre dans le monde comme ça. Puis ça prend souvent plusieurs années avant que les choses soient corrigées. Avant-dernier enjeu, le principe de responsabilité. Le développement et l'utilisation des systèmes d'IA ne doivent pas contribuer à une déresponsabilisation des êtres humains quand une décision doit être prise. Bien ça, si on pense aux véhicules autonomes, hein, vous avez dû en entendre parler, le fameux problème du tramway. Il y a un tramway qui va foncer sur des travailleurs qui sont en train de travailler sur la ligne du tramway. Vous pouvez appuyer sur un bouton et là, à ce moment-là, si vous appuyez sur le bouton, bien, le tramway va changer de voie et va seulement frapper un sans-abri, par exemple. Donc là, vous avez le pouvoir de décider, en fait, si la vie des travailleurs est plus importante que la vie d'un sans-abri, par exemple. Donc ça, c'est une expérience de pensée là, qui est très vieille en philosophie, mais cette expérience de pensée-là est revenue à la mode lorsqu'on s'est mis à se questionner sur les véhicules autonomes, les accidents, quoi faire, hein? Est-ce qu'on peut choisir, si par exemple on est dans une Tesla, est-ce qu'on peut choisir plutôt que d'avoir un accident avec une famille, ben, de foncer dans un mur puis de blesser les passagères du véhicule. Mais là, à ce moment-là, si l'algorithme fait ce choix-là de blesser les passagers, personne ne va vouloir embarquer dans une Tesla. À l'inverse, si l'algorithme fait le choix de protéger les passagers qui ont payé pour leur Tesla et de foncer sur les piétons, mais là, on a un autre problème aussi de privilégier peut-être une certaine classe de la population qui est mieux nantie. Donc, l'idée de la responsabilité, c'est vraiment compliqué. En IA, surtout s'il n'y a pas d'humain dans la boucle, ben, c'est la faute à qui quand il y a un problème? Est-ce que c'est la faute des développeurs, développeuses? Est-ce que c'est la faute de la compagnie qui a mis le modèle sur le marché? C'est vraiment des questions là, auxquelles on n'a pas vraiment de réponse et auxquelles la loi n'arrive pas à répondre en ce moment. Donc, on a vraiment une grande lacune à ce niveau-là. Dernier principe, le principe de développement soutenable. Donc, le développement et l'utilisation des systèmes d'IA doivent se réaliser de manière à assurer une soutenabilité écologique forte de la planète. Bien là, on n'est pas là non plus. Hein? On a des applications qui sont de plus en plus lourdes à porter. On doit produire des téléphones intelligents de plus en plus gros, des téléphones qui sont durs à réparer, des téléphones qu'on change régulièrement parce que le marketing nous incite à avoir le nouveau modèle, parce qu'on a besoin de plus d'espace pour nos données. Beaucoup de nos données sont dans le cloud, quelque part, dans un serveur sur la planète, on ne sait pas trop où. Souvent, ces serveurs-là sont alimentés à l'électricité qui est produite avec du charbon, entre autres. Donc, on a vraiment beaucoup de problèmes. Quand on a laissé tomber les CD pour passer à la musique en numérique,
On avait l'impression qu'on faisait un geste écologique, parce qu'on n'avait plus besoin de produire des CD en plastique, des copies physiques. C'était une révolution. Même chose lorsqu'on a laissé tomber le papier, on mettait tout en format digital. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que vraiment, le stockage de nos données, c'est très polluant. Même chose de la musique en ligne, utiliser Spotify ou les autres applications de ce genre-là, c'est en fait plus polluant que produire des CD de plastique comme on faisait avant. Donc, on a beaucoup de problèmes de développement soutenable, comme ils l'ont traduit. Puis, j'ai pas vraiment parlé aujourd'hui, mais l'informatique durable, c'est vraiment un domaine qui est en train de se développer puis qui est super intéressant, là, qui va même d'un point de vue algorithmique là, à produire du code qui est efficace, qui est élégant, qui est simple, justement pour limiter le nombre de calculs qui sont faits dans un algorithme, parce que justement, ben, c'est aussi ce calcul-là. Souvent, les calculs sont répétés si on pense à un entraînement sur plusieurs jeux de données, plusieurs ensembles. Si on fait de la validation croisée, si on fait du bootstrap, donc du rééchantillonnage. Donc, c'est vraiment important, le même dès la conception des algorithmes, de penser à écrire du code qui est plus léger, qui fait moins de calculs dans ce but-là. Alors, c'était la Déclaration de Montréal. Elle a été signée par plus de 2000 personnes. Ouais, on signale que GPT-3 fait beaucoup de calculs. Tout à fait. Donc, 2000 signataires citoyens, citoyennes, entre autres plusieurs professeurs du département d'informatique et de génie logiciel à l'Université Laval. On pense au regretté François Laviolette, Mario Marchand, José Desharnais, Audrey Durand, qui ont signé la déclaration. Il y a aussi plus de 200 organisations qui ont signé la déclaration. Donc, les organisations, c'est des universités comme l'Université de Montréal, McGill, Sherbrooke, Waterloo, pas l'Université Laval, et d'autres sortes d'organisations comme des cégeps aussi, donc qui ne font pas nécessairement d'IA, mais qui sont préoccupés par les enjeux, des centres hospitaliers, des ordres professionnels comme l'ordre des diététistes. Donc, je pense qu'ils ne sont pas vraiment confrontés à l'IA dans leur travail, mais j'imagine qu'en tant que citoyens, citoyennes, ils se sont sentis concernés. Et puis, des villes comme la ville de Montréal. Notons que la ville de Québec n'a pas signé non plus. Donc, je ne sais pas pourquoi l'Université Laval n'a pas signé. Je ne sais même pas à qui il faudrait qu'on demande pour signer la déclaration. Je ne sais pas, peut-être à la rectrice qui commence un nouveau mandat. Donc, ce sera peut-être... Et puis surtout, justement, parce que l'Université Laval se veut une université durable, donc ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. OK. J'ai sorti quelques sous-principes de la Déclaration de Montréal qui nous concernent un petit peu plus, nous, en recherche. Justement, si vous n'avez pas le temps d'aller lire la déclaration au complet, vous pouvez quand même la signer en ligne, c'est possible, en tant que citoyen, citoyenne. Mais j'ai sorti, c'est ça, quelques principes qui nous concernent un peu plus en recherche pour qu'on ait un peu une idée d'où est-ce qu'on se situe. Donc, au niveau de la participation démocratique, on dit la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle devrait rester ouverte et accessible à tous. Donc, ça va de soi. Il faudrait que tout le monde puisse participer à la recherche en intelligence artificielle. Évidemment, on sait que ce n'est pas le cas. Les personnes qui ont le privilège de la chance de se rendre en recherche, ben, c'est souvent des personnes qui sont mieux nantis. Mais il faut garder en tête que c'est un principe qui devrait avoir lieu. Puis, on veut en fait aussi que la recherche soit ouverte et accessible à tous. Donc, ça touche aussi le code qu'on produit. Si on veut avoir du code ouvert, justement, qu'on met en ligne, bien, il faut qu'on y pense quand on commence nos recherches, qu'on vérifie avec notre laboratoire, avec nos équipes de recherche, si justement c'est quelque chose avec qui ils sont en accord, avec quoi ils sont en accord. Principe d'inclusion et de diversité. Les milieux de développement de l'IA, aussi bien dans la recherche que dans l'industrie, doivent être inclusifs et refléter la diversité des individus et des groupes de la société. Bien, ça, on sait qu'on a encore du travail à faire
Dans la société, il y a 52 de femmes. En recherche universitaire, il y a 20 de femmes. Donc, on ne reflète pas les proportions de la société dans les milieux où on développe l'IA. Et ça, c'est important parce que justement, d'avoir une équipe diversifiée, bien, ça permet de déceler des biais avant le déploiement des modèles. Donc, c'est super utile. Principe de prudence, il est nécessaire de développer des mécanismes qui tiennent compte du potentiel de double usage bénéfique et néfaste de la recherche en IA, publique ou privée, et du développement des systèmes d'IA afin d'en limiter les usages néfastes. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est pas toujours facile de voir qu'on va avoir un problème avec nos modèles, d'où l'importance de les tester vraiment dans des conditions différentes, diverses. Et c'est aussi important de se poser ces questions-là, hein, parce que l'enjeu, c'est pas tant qu'on ne sera pas capable de trouver tous les problèmes avant le dévoilement. Le problème, c'est qu'on ne se pose même pas ces questions-là. En recherche, on est très ancré à produire nos recherches, à publier nos papiers. Puis bon, des fois, on peut percevoir certains problèmes avec nos modèles, mais on se dit, bon, ce sera pas utilisé tout de suite. Sauf que le problème, c'est que quand le code est ouvert, est en ligne, ben le code part et on n'a plus le contrôle sur notre code. Donc, n'importe qui peut reprendre notre code et l'utiliser de façon différente. Donc, c'est important, au fur et à mesure de notre programmation, de se poser des questions-là, d'imaginer le pire scénario puis d'essayer de parer à ce scénario-là. Principe d'équité. Les SIA doivent être conçus et entraînés de sorte à ne pas créer, renforcer ou reproduire des discriminations fondées, entre autres, sur les différences sociales, sexuelles, ethniques, culturelles et religieuses. Donc, ça fait référence au fait d'avoir des données diversifiées. C'est important. Il faut y penser dès qu'on acquiert nos données. Le développement des SIA doit contribuer à éliminer les relations de domination entre les personnes et les groupes fondés sur la différence de pouvoir, de richesse ou de connaissances. Donc, non seulement on veut créer des modèles performants, mais on veut créer des modèles qui ne vont pas reproduire nos biais. Donc, il faut trouver une manière, notamment avec l'équitabilité, d'éliminer ces biais-là. Non seulement de ne pas les reproduire, mais de contrebalancer le tout. Le développement des systèmes IA doit bénéficier économiquement et socialement à tous en faisant en sorte qu'ils réduisent les inégalités et la précarité sociale. Donc, ça, c'est un fait intéressant. Souvent en recherche, en fait, pas souvent, parfois en recherche, bien, on crée des modèles pour des entreprises. Bien, c'est intéressant de se questionner sur l'utilisation de ces modèles-là. Donc, à qui le modèle va servir? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà beaucoup de moyens puis qui vont pouvoir avoir encore plus de moyens avec nos algorithmes ou est-ce que ça ne va pas justement servir à des personnes dans une certaine précarité de s'élever de cette précarité-là? Donc, je sais qu'on n'a pas toujours le choix, qu'on ne peut pas toujours contrôler ces choses-là, mais c'est des questions qui sont intéressantes à se poser. On dit aussi que l'accès aux ressources, au savoir et aux outils numériques fondamentaux doit être garanti pour tous. Le développement de communs algorithmiques et de données ouvertes pour les entraîner et les faire fonctionner est un objectif socialement équitable qui devrait être soutenu. Donc, ces deux sous-principes-là s'inscrivent vraiment dans la tendance d'ouverture des données, hein, que le grand public n'est pas encore très chaud à l'idée de partager beaucoup de données. On a donc un gros travail de vulgarisation à faire au niveau du gouvernement, du grand public. Puis, l'accès aux ressources, au savoir, c'est aussi un aspect qui touche la vulgarisation parce que même si tout est disponible en ligne, bien, ça ne veut pas dire que c'est accessible, compréhensible en ligne. Donc, en tant que chercheur, chercheuse, on a aussi un travail de vulgarisation à faire là, auprès de nos proches, de notre famille, de nos collègues, mais aussi vraiment au niveau de la société. Donc, je pense que c'est un aspect qui est important à considérer. Principe de responsabilité, ça touche ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, seuls des êtres humains peuvent être tenus responsables de décisions issues de recommandations faites par des systèmes d'IA et des actions qui en découlent. Donc, il faut toujours qu'il y ait un humain dans la boucle. On n'est pas toujours la personne qui va utiliser nos modèles qu'on produit, mais c'est important de le mentionner dans nos articles aux compagnies avec qui on fait affaire, que c'est important que la décision prise par l'algorithme, c'est une aide à une décision qui devrait être ultimement humaine. Même si le modèle performe super bien, il ne faut jamais les laisser libres, nos modèles d'IA.
Dans tous les domaines où une décision qui affecte la vie, la qualité de la vie ou la réputation d'une personne doit être prise, la décision finale devrait revenir à un être humain et cette décision devrait être libre et éclairée. Donc ça touche aussi l'interprétabilité, le fait que dans les contextes où il y a une décision importante, il faut comprendre la prédiction et il faut aussi qu'un humain puisse déterminer que la prédiction est valide et que les raisons de la prédiction sont bonnes. Dernier point, dans le cas où un tort a été infligé par un système d'IA et que le système d'IA s'avère fiable et a fait l'objet d'un usage normal, donc l'usage normal est important, il n'est pas raisonnable d'en imputer la faute aux personnes impliquées dans son développement ou son utilisation. Donc, bien qu'on doit se questionner, bien qu'on ait une part de responsabilité sur les modèles qu'on produit, on n'est pas responsable si jamais il y a un problème dans le cadre d'une utilisation normale. Mais ça implique de se questionner sur les utilisations anormales des modèles qui pourraient survenir pour pas qu'on soit tenu responsable. Donc ça, je pense que la notion de responsabilité, là, c'est quelque chose que quand on est devant notre ordinateur en train de coder, mais on ne pense pas nécessairement à ça. Et pourtant, là, la loi est encore floue sur la notion de responsabilité, donc c'est important qu'on essaie de bien faire les choses là, pour ne pas avoir de problème finalement. Cela dit, la Déclaration de Montréal ne vous tient pas responsable de tous les problèmes causés par l'IA. Je vous sens rassuré maintenant. Donc, c'est bien beau tous les principes de la Déclaration de Montréal, mais ça reste des principes éthiques, hein, ça reste des valeurs. Ça ne nous dit pas comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, on dit que l'Université Laval est sur la première page de la déclaration. Alors, je n'ai pas regardé cette page-là, il faut croire. Elle n'est pas dans la liste des signataires, c'est ça. Elle n'est pas dans la liste des signataires. Mais nombreux profs y ont participé. Donc, oui, Lise Langlois qui s'occupe de l'OBIA, François Laviolette, on en a parlé, Pierre-Luc Désiel aussi. Mais effectivement, ce serait intéressant d'être sur la liste des signataires parce que c'est quand même là où on regarde pour voir qui a signé. Donc, merci Camille pour la mise à jour et pour faire remonter l'information à qui de droit. Parce que je suis bien contente d'apprendre qu'on est là, mais quand même bien déçue de ne pas nous avoir vus finalement. OK, donc on a vu toutes sortes de belles valeurs, c'est super. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il n'y a pas beaucoup de guides concrets. Hein? Le but de notre présentation m'avait demandé d'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour faire de l'IA responsable. Bien, à part se poser beaucoup de questions, c'est pas très clair qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a une compagnie qui fait partie des Big Four, là, les grandes firmes comptables puis de services professionnels comme Deloitte. La compagnie CPWC qui a créé un guide pratique pour ses clients pour justement les aider à passer des grands principes à des lignes directrices claires. Donc, il propose d'établir les lignes directrices en 5 dimensions. D'abord, la gouvernance. Donc, ça, c'est le fait de savoir qui est responsable dans une entreprise s'il y a des problèmes avec les modèles. Je dis entreprise, mais ça peut être n'importe quelle organisation, ça peut être un laboratoire aussi. Donc, ça, c'est important d'établir cette notion-là de responsabilité, on en a parlé. Et puis, la dimension de la gouvernance s'intéresse aussi à la consistance puis à la reproductibilité des résultats. Ça, c'est super important. Puis, je pense d'ailleurs que vous avez une présentation à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment des lignes directrices là, importantes pour avoir une pratique responsable de l'IA. Deuxième dimension, l'éthique et les régulations. Donc, évidemment, il faut suivre la loi, mais comme on l'a mentionné, la loi est assez limitée. Donc, c'est là que l'éthique rentre en compte. Par contre, on a vu l'éthique, des fois, ça nous dit pas, c'est pas nécessairement une éthique normative qui nous dit clairement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est quelque chose qu'on doit déterminer soi-même. Donc, c'est justement une dimension qui nous permet, là, avec des cas précis, avec des exemples concrets, de passer des principes aux actions. Donc, en fonction, c'est quelque chose que l'entreprise, l'organisme, le laboratoire
doit déterminer lui-même qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Ensuite, troisième dimension, l'interprétabilité et l'explicabilité. On va en reparler plus en détail tout à l'heure. Je viens de voir l'heure. Excusez-moi, on a jusqu'à quelle heure pour la présentation aujourd'hui? J'ai oublié. On a jusqu'à 16h20. Super, OK. J'accélère, on va y arriver. Donc, pour l'explicabilité et l'interprétabilité, ce que les guides pratiques nous disent, en fait, c'est qu'il y a différents niveaux d'explication. Il faut avoir des niveaux adaptés aux différents agents qui sont dans nos projets. Donc, on peut avoir un niveau d'explication qui concerne là, le gouvernement, les législateurs, un autre niveau d'explication qui concerne les scientifiques des données, donc peut-être plus précis, plus profond dans la boîte noire des modèles. Puis un niveau d'explication aussi pour les utilisateurs et utilisatrices des modèles. Donc ça, c'est important d'avoir des niveaux d'explication qui sont adaptés aux différents agents. Quatrième dimension, la robustesse et la sécurité. Donc, on le dit, pour que les algorithmes soient efficaces, fiables, il faut que nos systèmes soient résilients, qu'ils soient sécurisés, qu'ils soient sûrs. Donc, il faut tester dans différents environnements. Il faut tester les données hors distribution pour voir quel genre de problème ça cause. Donc, ça, c'est des consignes claires qu'on connaît, qu'on sait des choses qu'on peut tester avant de déployer les modèles. Dernière dimension, les biais et l'équitabilité. Donc, éliminer les biais, on l'a vu, c'est assez complexe, ils sont dans les données, on ne les voit pas toujours, mais il importe pour chaque organisation d'avoir sa propre définition de c'est quoi un modèle équitable. Ça dépend du contexte d'utilisation, ça dépend du problème sur lequel on travaille. Est-ce que le but, c'est de seulement limiter les biais qui sont présents? Est-ce que le but, c'est de corriger des biais historiques? Donc, ça, c'est aussi un aspect qu'il faut considérer. Je sais que c'est un peu décevant parce que je n'arrive pas avec des étapes claires de comment créer un algo responsable. C'est beaucoup de questions. Souvent, c'est des principes que les grandes organisations vont avoir créés, mais qui ne sont pas non plus dans toutes les entreprises, dans tous les laboratoires. Donc, en général, nos laboratoires de recherche n'ont pas de ligne directrice sur l'IA responsable, mais ça vaut la peine que personnellement, vous vous questionnez sur qu'est-ce qui pour vous est responsable en fonction de ces 5 dimensions-là. Justement, comme ça, si jamais vous êtes confronté un jour à une proposition d'un projet qui finalement n'est pas nécessairement en accord avec vos valeurs, bien, en ayant déterminé vous-même quelles sont vos lignes directrices, de quelle façon concrètement votre pratique de l'IA s'accorde aux valeurs, aux principes qui sont dans la Déclaration de Montréal, par exemple, bien, ça sera plus facile de corriger les problèmes, de choisir de vous engager dans un projet ou non, si vous y pensez avant plutôt que sur le tard. OK. Allons voir un peu plus de concret maintenant, l'équitabilité. Donc, l'équitabilité ou la fairness, comme on le voit dans la majorité des articles, c'est une abstraction mathématique. Donc, c'est une abstraction mathématique qui encode quoi? Qui encode la capacité d'un modèle d'être équitable. Comment on fait ça? C'est avec une équation qui nous donne une mesure qui nous permet de dire, tout comme on a des mesures qui nous permettent de dire si notre algorithme performe bien avec l'exactitude, la précision, le rappel, on peut aussi avoir des mesures qui nous disent si notre algorithme est équitable. Maintenant, ces mesures ressemblent à quoi? Mais ça, c'est un problème. Ici, on a un tutoriel super intéressant. Vous l'avez dans la présentation est disponible, puis vous pourrez avoir toutes les références. Ce tutoriel-là propose 21 définitions, donc 21 équations qui permettent de vérifier si un modèle est équitable. Ici, j'ai une autre référence d'un autre article qui en propose à peu près une vingtaine, classées de différentes manières. Souvent, les définitions ne sont pas compatibles entre elles.
Et là, ici, ça date quand même de 2018. Donc, depuis là, l'équitabilité, c'est vraiment un champ en pleine effervescence. Il y a tout le temps des nouveaux papiers qui proposent de nouvelles métriques d'équitabilité. C'est vraiment en plein développement. C'est pas un problème qu'il y ait plusieurs définitions, c'est juste mélangeant. Ça fait en sorte que je pense qu'on pourrait faire un cours sur la fairness puis que tout ça ne rentrerait pas dans une présentation d'une heure comme aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre là-dedans, c'est vraiment une boîte de Pandore qu'on ouvre. Chaque métrique va dépendre du contexte qu'on a, va dépendre du problème, va dépendre des données. Donc, ça peut être assez laborieux de se pencher sur la question, mais ça vaut la peine. Parce que l'important, c'est pas de connaître toutes les métriques, mais de juste en utiliser une dans un papier. Ça crée une plus-value dans un article par rapport à d'autres articles qui parlent seulement de la performance ou de l'erreur, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant, là, pas juste pour créer un monde où on a des IA plus responsables, mais aussi pour se démarquer en recherche. Les métriques d'équitabilité, ça peut être super intéressant. Il y a différentes catégories d'équitabilité. On peut s'intéresser à la discrimination directe ou indirecte. La discrimination directe, c'est quand on discrimine une personne directement sur un attribut, par exemple l'âge, alors qu'une discrimination indirecte, ben, c'est une discrimination qui est comme cachée à travers certaines pratiques. Par exemple, si on regarde une entreprise qui embauche des personnes pour des remplacements durant l'été, puis par simplicité, les personnes qui sont embauchées, c'est souvent des amis, des membres de la famille, des dirigeantes de l'entreprise. Bien, ça, en fait, c'est pas une discrimination directe, mais ça peut être une discrimination indirecte parce que, bon, souvent, les cadres, c'est des personnes qui sont pas racisées. Donc, embaucher leurs membres de la famille, ça fait en sorte qu'on embauche des personnes non racisées. Donc, ça crée, en fait, une discrimination indirecte envers les personnes racisées qui auraient très bien pu être disponibles et compétentes pour pouvoir faire les remplacements pendant l'été. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est le genre de discrimination qu'on peut avoir là, indirectement, puis ça se mesure dans nos données. On peut aussi s'intéresser à l'équitabilité individuelle ou collective. Donc, l'équitabilité individuelle, ça va être de regarder pour deux individus si les prédictions sont les mêmes, si les prédictions sont équitables en fonction des différentes caractéristiques des individus. Alors que l'équitabilité collective, bien ça, on va regarder deux groupes différents, puis on va regarder si les métriques d'équitabilité sont aussi bonnes pour les deux groupes. Puis on peut aussi avoir de l'équitabilité qui est explicable ou inexplicable. Donc ça, encore une fois, ça dépend des algorithmes, puis ça dépend des métriques qu'on utilise. Je vous épargne les équations aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis se pencher sur plusieurs métriques. On n'aura pas le temps, puis je pense que vous avez vu quand même plusieurs équations là, dans les 2 derniers jours. Fait intéressant aussi, un autre article que je vous recommande qui montre 5 pièges à éviter lorsqu'on s'intéresse à introduire l'équitabilité dans nos analyses. Entre autres, le piège principal, c'est qu'on ne considère pas le contexte social de l'utilisation de l'algorithme. Donc, il faut faire attention, là, parfois, des papiers proposent justement des modèles qui performent bien sur certaines métriques d'équitabilité dans l'espoir un peu de vendre le modèle, alors qu'en fait, c'est pas nécessaire d'implémenter un modèle d'IA pour régler le problème qu'ils avaient à régler. Donc, des fois l'équitabilité là, va être un argument de vente, tout comme l'interprétabilité peut l'être d'ailleurs, pour déployer certains modèles. Et puis, en fait, plusieurs travaux visent aussi à mesurer l'impact des algorithmes qui sont déployés dans certains contextes sociaux. Donc, parce que justement, on apprend sur des données,
Par contre, en déployant un modèle d'IA dans un contexte social d'où proviennent nos données, ça influence les comportements. Donc, ça va modifier nos données. Puis là, il faut quand même se tenir à jour en fonction de comment les comportements changent avec l'arrivée des modèles d'IA. Et puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Donc, l'article attirait l'attention vraiment sur l'importance du contexte social. Alors, c'est super intéressant, je vous le recommande. Si jamais l'équitabilité vous intéresse. Je vais quand même vous présenter certaines métriques populaires qui sont un peu critiquées. Hein. C'est pour ça qu'on construit des métriques d'équitabilité de plus en plus complexes, parce qu'elles ont certaines limites. Je pense que la plus populaire, c'est la parité démographique. Donc ça a pour but de montrer que les attributs sensibles, que la prédiction ne dépend pas des attributs sensibles. Donc, on cherche à avoir la même proportion de chacun des sous-groupes qui va être classifié comme positif. Donc, c'est une métrique qui concerne seulement la classification. Autre métrique populaire, l'opportunité égale. Donc, ça, on s'intéresse à avoir autant de prédictions positives. Donc, on veut que les taux de vrais positifs entre nos différents sous-groupes soient égaux. Donc, ici, on s'intéressait seulement aux classifications positives. Ici, on s'intéresse au taux de vrais positifs. Autre métrique, l'exactitude égale. Donc là, on s'intéresse à avoir autant de bonnes prédictions, donc à la fois positives et négatives, pour chacun des sous-groupes. Donc, on a une égalité de l'exactitude pour tous les sous-groupes. Et puis, c'est possible, c'est pour la classification, mais c'est possible de l'étendre aussi. Alors, ce que vous remarquez, c'est qu'en fait, nos métriques d'équitabilité utilisent des métriques de performance des modèles. Et puis là, on peut faire différentes analyses sur nos sous-groupes qui sont protégés. Donc, les sous-groupes, ça peut être par exemple les hommes et les femmes, les différentes catégories d'âge. Et là, c'est pour ça que, vous savez, comme il y a beaucoup de métriques de performance, on peut avoir donc beaucoup de métriques d'équitabilité. Ici, c'est un arbre de décision pour vous aider à prendre une décision. Donc, ce n'est pas un modèle d'IA, ce n'est pas cette sorte d'arbre-là. Donc, pour choisir, pour vous aider à montrer un peu l'intuition derrière le choix des métriques d'équitabilité. Donc, d'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut un modèle qui s'intéresse à la représentation de nos sous-groupes ou est-ce qu'on veut un modèle qui s'intéresse aux erreurs que fait notre système? Si on s'intéresse à la représentation des groupes, on peut alors se poser une autre question. Est-ce qu'on veut avoir un nombre égal de bonnes prédictions dans chacun des sous-groupes ou est-ce qu'on veut que nos prédictions soient proportionnelles, donc représentent les proportions qu'on trouve dans la population réelle? Donc, si on veut avoir un nombre égal, bien là, on peut s'intéresser justement aux métriques d'égalité, hein, donc qui regardent. Évidemment, il faut avoir des données balancées pour pouvoir que ces résultats-là soient pertinents. Si on veut plutôt être du côté de la proportionnalité, bien à ce moment-là, on peut utiliser la parité démographique qu'on vient de discuter, là, la première métrique de la page précédente. Si on ne veut pas être du côté de la représentation, mais qu'on s'intéresse aux erreurs que notre modèle fait, là, il y a une deuxième question qu'on se pose. Est-ce qu'on fait confiance à nos étiquettes? Si on ne fait pas confiance à nos étiquettes, on peut aller du côté de l'équitabilité contrefactuelle. Donc, un contrefactuel, c'est une question qu'on se pose en disant, si les choses avaient été différentes, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, on regarde un individu en disant, si telle caractéristique d'un individu était différente, est-ce que la prédiction aurait été la même? Donc, ça peut être intéressant. Ça s'approche beaucoup de ce que le raisonnement humain fait. Par contre, de plus en plus, là, les métriques contrefactuelles sont critiquées parce que justement, ça donne une vision peut-être plus locale et non globale sur la performance en termes d'équité des modèles. Donc, ça, c'était si on ne faisait pas confiance à nos étiquettes.
Si on fait confiance à nos étiquettes, donc si on est certain que notre jeu de données nous dit la vérité, bien là, on se pose une troisième question. L'intervention de notre algorithme, est-ce qu'elle va punir des gens ou est-ce qu'elle va assister des gens? Donc, si on va punir des gens, par exemple, l'algorithme Compass qui servait à prédire le risque de récidive criminelle, utilisé par les juges aux États-Unis pour décider si on met une personne, si on accorde la liberté conditionnelle à une personne ou non. Bien, évidemment, ne pas accorder la liberté conditionnelle à une personne ou donc remettre en prison une personne, bien, ça a une visée punitive. Ça va affecter de façon négative les individus. Donc là, les métriques ne seront pas les mêmes. Entre autres, là, si on a un impact négatif sur la vie des personnes, bien, on va s'intéresser à des métriques qui regardent les taux de faux positifs, hein, parce que prendre une décision, donc donner une fausse prédiction, ça a un gros impact sur la vie des personnes. Donc, c'est le genre de métrique qu'on va regarder. D'un autre côté, si on veut assister les personnes, donc on veut les aider, bien, à ce moment-là, l'impact des erreurs n'est pas le même. Donc là, on va plutôt s'intéresser à des métriques qui regardent le taux de faux négatifs. Donc, si jamais on n'aide pas une personne qu'on devrait aider, quel va être l'impact? Donc, l'impact va être moins grand. Donc, c'est ce genre de... Pardon, si on aide une personne qu'on ne devrait pas aider, bien, c'est correct qu'on a aidé une personne. Mais si on n'aide pas une personne qu'on devrait aider, bien là, ça, c'est une erreur qui est importante. Donc, le type d'erreur dépend vraiment de notre contexte. Et puis, bien, le type d'erreur, c'est aussi des métriques qu'on utilise pour vérifier la performance des modèles. Donc, c'est des métriques qui sont utilisées dans les mesures d'équitabilité. Alors, ça, c'est la version simple de comment décider parmi plus d'une vingtaine de métriques d'équitabilité. Vous vous doutez que dans la vraie vie, c'est plus compliqué, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ces trois types de questions-là pour nous aider à développer l'intuition de quelle va être notre définition de l'équité à travers notre modèle. Donc, en gros, si vous voulez utiliser l'équitabilité, ça peut être super intéressant pour évaluer vos modèles. Donc, ce que vous devez faire, d'abord, il faut définir certains termes. Il faut définir c'est quoi vos groupes protégés. Par exemple, si vous voulez vous assurer d'être équitable envers les personnes âgées de plus de 70 ans et les personnes qui ne sont pas âgées de plus de 70 ans. Est-ce que vous voulez être équitable envers les femmes? Donc, il faut définir les groupes protégés. Il peut en avoir plusieurs. Il faut ensuite définir les métriques que vous allez utiliser. Par exemple, le taux de faux positifs. Donc, ça, c'est les métriques de performance de l'algorithme. Donc, on va vérifier la performance sur les sous-groupes selon différentes équations, évidemment, qu'on a discutées. Et puis, vous devez aussi définir un critère d'équitabilité. Donc, vous pouvez faire différents tests, considérer différentes métriques d'équitabilité. Donc, à quel moment votre modèle passe le test? Vous pouvez, par exemple, décider que votre modèle va être refusé s'il échoue sur au moins une métrique d'équitabilité sur au moins un groupe protégé, par exemple. Vous pouvez décider que à ce moment-là, le modèle est évalué comme non valide, puis vous ne le prenez pas. Vous pourriez aussi lui permettre certaines failles si jamais le problème sur lequel vous travaillez n'a pas un impact important sur la vie des personnes. Donc, c'est des questions à se poser au niveau de l'évaluation du modèle. Je vous présente ici un graphique intéressant. En fait, c'est l'exactitude du modèle en fonction du biais. Donc, le biais, c'est justement une métrique d'équitabilité au choix. Donc, souvent dans les articles, on voit différentes figures montrant la performance des modèles selon différents paramètres. Par exemple, le nombre d'exemples. On augmente le nombre d'exemples dans le jeu de données pour montrer que la performance augmente. Ou on peut comparer différentes mesures de performance, où on peut changer des attributs puis voir comment les modèles performent. Bien, on peut aussi faire ces comparaisons-là avec
les mesures d'équitabilité. Donc, c'est encore une fois une plus-value à votre analyse. Et donc, pour identifier quel va être le meilleur modèle, quelque chose que vous pouvez discuter dans votre analyse, dans votre conclusion, vous pouvez d'abord vérifier. Donc, le meilleur modèle, ça va être celui qui performe le mieux pour chacune des métriques que vous avez déterminées. Donc, vous pouvez en tester plusieurs. Hein. C'est intéressant de voir sur, par exemple, des métriques individuelles et sur des métriques de groupe, est-ce que les algorithmes performent aussi bien selon ces deux points de vue-là? Vous pouvez aussi vérifier pour chaque groupe qui est protégé, que vous avez défini juste avant. Le meilleur modèle, ça va être celui qui va performer le mieux sur chacun des groupes pour chacune des métriques. Puis enfin, votre meilleur modèle, traditionnellement, ça va être aussi celui qui performe le mieux. Donc, dans votre analyse, ça peut être super intéressant de discuter de vos modèles parce que souvent, quand on fait de l'IA, on crée plusieurs modèles puis on cherche à avoir le meilleur. Mais le meilleur, ça va être, oui, un qui performe bien, mais ça va être un qui va être aussi équitable selon différentes métriques, mais équitable sur les différents groupes aussi. Donc, c'est important d'avoir plusieurs distinctions. Donc, l'équitabilité, ce n'est pas seulement une métrique, une vue, c'est vraiment plusieurs profils à considérer finalement au niveau de la performance des modèles. Maintenant, je passe à la dernière section, l'interprétabilité et l'explicabilité. Donc, encore une fois, beaucoup de termes en IT aujourd'hui aussi. L'interprétabilité, c'est quoi? L'interprétabilité, c'est quand on a un modèle qui est en soi compréhensible pour les humains. Donc, c'est le fait d'avoir un modèle qui est transparent. On dit souvent d'un modèle qui est interprétable intrinsèquement. À l'inverse, l'explicabilité, c'est le fait d'expliquer une boîte noire. Donc, une boîte noire, c'est un modèle qu'on n'a pas accès à son mécanisme interne. Donc, on ne sait pas pourquoi une prédiction est faite, soit parce que le modèle est protégé ou soit parce que le modèle est trop compliqué à comprendre, comme les réseaux de neurones, par exemple. Donc, on ne sait pas en soi qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit que c'est une boîte noire. Donc, l'explicabilité, c'est le fait d'expliquer une boîte noire en utilisant soit l'approximation par un modèle qui est, lui, interprétable, ou en utilisant des mesures d'importance des variables, les dérivés, hein, donc les dérivés qui sont utilisés là, quand on fait la mise à jour des poids dans les réseaux de neurones, par exemple, ou d'autres sortes de statistiques. Et l'explicabilité, c'est une explication qu'on produit après la prédiction. Donc, un modèle interprétable, c'est interprétable en soi, sans qu'on ait rien besoin de faire. Alors que l'explicabilité, c'est une méthode qui produit une explication après une prédiction. C'est deux termes qui sont similaires, c'est deux concepts qui sont proches. Alors, c'est normal que ce soit mélangeant les deux termes. Ça prend souvent plusieurs fois de réfléchir à ces concepts-là avant de bien les distinguer. Alors, c'est normal si vous trouvez ça encore un peu mêlant. Mais c'est super important de distinguer les deux parce que ça n'a pas les mêmes impacts sur la société après. Donc, l'interprétabilité, ça s'intéresse aux raisons d'une prédiction, alors que l'explicabilité, ça s'intéresse au mécanisme de la prédiction. Donc, dans les raisons de la prédiction, par exemple, on prédit quelque chose en fonction de certains attributs. Donc, c'est ce qui explique notre prédiction, alors que l'explicabilité, ça l'explique comment on arrive à faire la prédiction. Donc, le mécanisme, les équations, quels poids ont été mis à jour en passant dans telle couche en fonction de tel neurone. Donc, c'est vraiment une explication du mécanisme interne de la boîte noire. L'interprétabilité, c'est un domaine qui est ancien, qui est apparu avec les arbres de décision, alors que l'explicabilité, c'est un domaine qui est récent et qui est apparu avec les réseaux de neurones. Pour vous donner une idée, plusieurs méthodes d'explicabilité dont on entend souvent parler.
On a par exemple Lime ou les valeurs de Shapley. Donc, ça, c'est des méthodes qui s'intéressent à l'importance des attributs dans une prédiction. Donc, on modifie les attributs puis on voit comment ça influence la prédiction. Donc, ça, c'est fait après une prédiction. Ça ne fait pas partie de la prédiction. Ou autre méthode populaire aussi, les cartes de protubérance, donc les saliency maps. Donc, ça, c'est des cartes qui mettent en évidence sur les images les zones qui sont importantes dans une prédiction. Donc, ça nous donne une certaine information de ce que le réseau de neurones regarde pour faire sa prédiction, mais ça ne nous dit pas comment l'information est utilisée. Et ça aussi, ben, c'est après une prédiction. Puis, il y a aussi des méthodes là, qui s'intéressent aux gradients, là, donc aux dérivés qui sont faites lorsqu'on met à jour les poids dans les réseaux de neurones. Donc, ça, c'est souvent les méthodes dont on entend le plus souvent parler. Il ne faut pas les confondre avec l'interprétabilité qui, elle, est en soi inhérente au modèle. Je vous l'ai dit, les deux termes sont mélangeants. La littérature scientifique aussi est mélangée. Donc, on observe une grande confusion dans le domaine. Les deux termes sont utilisés à tort comme synonymes, alors que ce n'est pas du tout la même chose. C'est deux domaines complètement distincts. Donc, souvent, on va dire que dans le grand domaine de l'interprétabilité, on a d'un côté les méthodes d'explicabilité, d'un autre côté les algorithmes qui sont transparents. Des fois, on voit l'inverse aussi. Des fois, on voit que dans le grand domaine du XAI, donc Explainable AI, l'interprétabilité est un sous-ensemble. Okay, il faut arrêter de tout mettre dans le même panier. C'est deux domaines, c'est deux champs d'intérêt complètement différents, donc il faut vraiment les séparer. L'enjeu, en fait, c'est que l'interprétabilité, comme ça nous donne les raisons d'une prédiction, c'est ce qui nous permet de décider si on fait confiance à un modèle ou non. Donc, parce qu'on sait pourquoi une décision est prise, on va dire, OK, cette prédiction-là est valide, je suis d'accord, ou cette prédiction-là n'est pas bonne, le modèle fait n'importe quoi, il prédit sur des attributs qui ne sont pas importants, je refuse le modèle. Par contre, l'explicabilité, c'est juste une explication de comment la prédiction a été faite. C'est pas toujours, c'est pas toujours précis en fonction de ce qui se passe. Donc, si on confond l'explicabilité avec l'interprétabilité, bien, ça peut nous donner une fausse confiance dans notre modèle. On va voir un exemple juste après pourquoi l'explicabilité, c'est pas toujours fiable. Donc, ici, vous avez un classement des algorithmes des moins interprétables, donc les boîtes noires, les réseaux de neurones, vers les plus interprétables, comme les arbres de décision. Donc, c'est un continuum entre les deux. Et ce qu'on doit se rappeler, c'est que dans les contextes où il y a une décision importante qui est prise sur la vie des personnes, par exemple en santé, en employabilité, hein, on veut avoir les raisons exactes de la prédiction. Donc, l'interprétabilité est super importante. Par contre, dans d'autres domaines où il y a moins d'impact sur la vie des personnes, on n'a pas besoin d'avoir les raisons de la prédiction. Si on prend un filtre sur Snapchat, on n'a pas besoin de savoir pourquoi le filtre met les oreilles à cet endroit-là précis dans l'image. Okay? Donc, ça, c'est pas toujours nécessaire d'avoir de l'interprétabilité, mais dans les contextes importants, on veut avoir de l'interprétabilité. Et quand on ne peut pas avoir d'interprétabilité, bien, c'est là que les méthodes d'explicabilité deviennent intéressantes parce que même si on n'a pas les raisons exactes de la prédiction, c'est intéressant en tant que scientifique, par rigueur intellectuelle, on veut avoir une explication de ce qui s'est passé dans notre prédiction. Donc, les méthodes d'explicabilité peuvent mener à du blanchiment éthique. Okay? On l'a dit, l'explicabilité, une des méthodes populaires, c'est de faire une approximation. Donc, on prend un modèle qui est une boîte noire, puis on approxime un modèle interprétable par-dessus notre boîte noire pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, ça a des risques de blanchiment éthique. Puis ici, je vous présente les travaux d'une équipe franco-québécoise qui ont pris le modèle Compass. Donc, Compass, c'est le modèle qui prédisait les risques de récidive criminelle. Bien, ils ont d'abord utilisé une méthode d'explicabilité pour mettre en évidence les attributs qui sont importants dans la prédiction. En jaune, ici, on voit que la race a quand même une importance
dans la prédiction. Donc, ils ont fait ça. Puis après, ils ont créé leur algorithme, le Laundry ML. Donc, ils ont fait du lavage dans le modèle. Et donc, ils ont travaillé un petit peu, l'algorithme travaille pour eux plutôt et arrive à replacer l'ordre des attributs de sorte que l'importance de l'attribut de la race soit beaucoup diminuée. Par contre, là, le modèle n'a pas changé. Okay? C'est le même algorithme, c'est le même modèle, c'est comme passe à entraîner sur les mêmes données qui fait les mêmes prédictions. La seule chose qu'on a changé entre les deux, c'est l'explication. Donc, ici, ils ont, en fait, c'est l'explication. Donc, c'est un modèle super interprétable. En fait, des if-else, ça correspond à un arbre de décision. Donc, ils ont réussi à trouver une nouvelle explication qui diminuait l'importance d'un attribut qui est protégé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des risques de blanchiment éthique. Donc, les méthodes d'explicabilité sont intéressantes, mais ne sont pas toujours fiables, nous donnent certaines informations, mais on n'est pas toujours certain si l'information est complètement valide. Donc, c'est pour ça que c'est risqué d'utiliser seulement l'explicabilité quand il y a des impacts importants sur la vie des personnes. Je m'excuse, j'ai peut-être manqué la question dans le chat. On demande, est-ce que l'explicabilité peut impliquer aussi une part de vulgarisation pour un utilisateur lambda? Oui, et c'est aussi ça un des problèmes. Excellente question, Sacha, c'est super intéressant comme remarque. Justement, pour les citoyens et citoyennes ordinaires qui ne font pas d'IA, mais on leur présente un graphique qui semble bien expliquer pourquoi une décision est prise. C'est très, très dur de se questionner et de voir pourquoi ce n'est pas une bonne explication. On n'a pas le choix de faire confiance. Donc, c'est pour ça que c'est important de distinguer qu'est-ce qui est explicabilité, qu'est-ce qui est interprétabilité pour se dire comme, attention, c'est de l'explicabilité. L'explication a l'air bien, je suis satisfaite de l'explication, mais je ne m'emballe pas non plus parce que peut-être une autre explication aurait l'air aussi bien. Hein, c'est ce qu'on voyait. Je n'ai pas d'image ici, mais c'est ce qu'on voit surtout dans les Syrian CMAP, les cartes de protubérance. Donc, un super article qui s'appelle Sanity Check for Syrian CMAPs. Je pourrais essayer de mettre la référence dans le chat un peu plus tard, qui montre en fait là, que au début, on est super convaincu des cartes de protubérance qui nous montrent les zones dans les images qui sont importantes dans la prédiction. Ça fait du sens. On voit les contours des objets, on voit le centre de l'image. Donc, l'humain là, qui veut tout le temps avoir des explications est super content. Par contre, ils ont montré qu'en mettant des poids complètement aléatoires, en faisant un peu n'importe quoi, les mêmes explications ressortaient aussi. En fait, peu importe ce qu'on donne au réseau neurone, le réseau neurone va s'intéresser au contour, puis va s'intéresser au centre de l'image, aussi parce qu'on donne tout le temps des données qui sont centrées. Donc, on a des bonnes explications, mais finalement, les explications sont un peu, peuvent être, en fait, une bonne explication peut être complètement aléatoire. C'est ce qu'ils ont montré. Est-ce que simplement retirer l'attribut sensible pour éviter qu'il pose problème est une pratique efficace recommandée? Excellente question. Alors, ça dépend du contexte. Par exemple, si vous avez des données en santé, retirer le genre, ben ça peut poser problème parce qu'il y a certaines maladies qui sont typiques chez les hommes, qui ne sont pas chez les femmes. Donc, si je pense au cancer de la prostate, puis vous ne dites pas que l'individu est une femme, ben, on va avoir des problèmes à avoir une bonne prédiction. Aussi, d'autres attributs sensibles, par exemple la race, on peut le retirer, mais il y a des associations entre les attributs. Donc, entre autres, on a montré que le code postal était un proxy pour la race parce que souvent, les personnes racisées vivent en communauté. Donc, il y a plusieurs quartiers, notamment aux États-Unis, qui sont très racisés. Donc, juste avec le code postal, on est capable d'identifier cet attribut-là. Donc, c'est vraiment plus compliqué que de juste retirer un attribut. Excellente question. Merci. OK. Donc, toujours dans l'interprétabilité, si vous en avez entendu un peu parler avant aujourd'hui, vous avez probablement entendu qu'il y avait un compromis à faire entre l'interprétabilité et l'exactitude. Donc, c'était bien d'avoir des algorithmes interprétables, mais ces algorithmes-là performent moins bien. Bon, apparemment, ce serait une fausse dichotomie. Hein, c'est ce que plusieurs articles commencent à montrer maintenant, qu'en fait, il n'y a pas réellement de problème. Là, si on
travaille les hyperparamètres, si on fait un bon apprentissage, il n'y aurait pas de réel compromis entre l'interprétabilité et l'exactitude, même que de plus en plus, on voit en fait que plusieurs modèles sont autant performants. Donc, on peut voir des arbres de décision qui performent aussi bien que des SCM, que des random forest. Ben, à ce moment-là, si on a un ensemble de modèles qui performent tous aussi bien, ben, si on doit choisir, autant choisir un modèle qui est plus interprétable. Mais de plus en plus, là, on le voit que ce compromis-là tend à s'effacer. Même, on dit que l'interprétabilité, ça mènerait à une meilleure exactitude parce que là, on comprend exactement ce qui se passe dans notre prédiction. Donc, ça nous aiderait à débugger, à améliorer notre modèle. Et évidemment, l'interprétabilité est super importante parce que c'est ça qui nous permet de trouver les biais dans nos prédictions. Donc, si on voit qu'on prédit tout le temps sur la race et que ce n'est pas un attribut important dans notre problème, bien là, on constate tout de suite qu'il y a un problème. Alors que si on utilise seulement l'explicabilité, bien, ça va être une prédiction à la fois, a posteriori, qu'on va faire ces analyses-là. Ça va prendre plus de temps avant de se rendre compte que notre modèle est discriminatoire. Cette idée qu'il y a un compromis entre interprétabilité et exactitude vient du fait que, en fait, on n'utilise peut-être pas toujours les bons modèles pour les bonnes données. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on a des données brutes, comme les images ou le texte, bien, on n'a pas le choix d'utiliser des réseaux de neurones parce que c'est les seuls algorithmes qui peuvent traiter ce genre de données-là. À l'inverse, si on a des données tabulaires, donc des colonnes dans un fichier Excel, par exemple, bien, là, ce genre de données-là performe super bien dans les arbres de décision. Puis même que si vous passez des données tabulaires dans un réseau de neurones, vous allez voir que les performances ne seront pas si bonnes que ça. Mais souvent parce qu'on va peut-être manquer de données même. Alors, en fait, là, cette idée-là qu'on a un compromis entre ces deux types de modèles n'est pas super exacte parce qu'en fait, la comparaison n'est pas facile à faire. C'est des algorithmes qui fonctionnent sur des types de données différemment. Donc, c'est un peu dur de comparer les performances de réseaux de neurones aux arbres de décision, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés sur les données. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Puis évidemment, bien, si on voulait utiliser un arbre de décision sur des images ou du texte directement, on ne pourrait pas. Il faudrait d'abord utiliser un réseau de neurones pour extraire les attributs importants dans notre texte, dans nos images, puis après ça, faire un arbre de décision sur ces attributs-là. Donc, c'est un compromis qui n'existe pas vraiment parce que la comparaison n'existe pas en fait. Par contre, il y a un compromis entre la parcimonie et l'exactitude. La parcimonie, c'est quoi? La parcimonie, c'est le fait d'avoir un modèle qui n'est pas trop complexe. Donc, si on pense aux arbres de décision, bien, on ne veut pas avoir un gros arbre de décision. On veut avoir un arbre parcimonieux qui va avoir seulement quelques règles. Comme ça, la prédiction est claire. Si on a un arbre de décision qui est très profond, bien là, ça nous donne, oui, une prédiction complexe, mais il y a des chances qu'on soit en train de surapprendre sur notre jeu de données. Et puis là, ben, on n'a pas un modèle qui est parcimonieux. Donc, notre modèle reste moins interprétable. Hein? Donc, si on a un arbre de décision super profond, nos règles sont tellement compliquées que c'est même plus compréhensible pour un humain. Donc, si on n'a pas la parcimonie, on perd de l'interprétabilité. Alors, il y a un compromis entre la parcimonie et l'exactitude parce que si on prend un modèle très parcimonieux qui prend seulement 2-3 règles de décision, c'est sûr qu'il va moins bien performer sur des jeux de données très complexes. Donc, il y a ce compromis-là à faire. Et c'est aussi parce qu'on confond la parcimonie et l'interprétabilité qu'on s'imagine qu'il y a un compromis à faire avec l'exactitude et l'interprétabilité. Mais je cherche à déconstruire cette vision-là. Je vais terminer avec ça. Donc, c'est possible d'avoir de l'interprétabilité dans les réseaux de neurones. Comment? Bien, en s'inspirant du raisonnement humain. D'abord, on peut faire de l'apprentissage par code base. Donc, ça, c'est une couche qu'on rajoute dans le réseau de neurones et qui résonne un peu comme un biologiste raisonnerait. Ici, dans un exemple de classification des images d'oiseaux, bien, le réseau va regarder la tête, va regarder la gorge, va regarder les ailes, les pattes et va se dire, cette tête-là ressemble à telle autre image qu'il a dans ses données étiquetées. Et en comparant les parties de l'oiseau
ressemble à quelle autre sorte d'oiseau, il peut intégrer ces comparaisons-là dans la prédiction pour pouvoir prédire c'est quelle sorte d'oiseau. Donc, en disant la tête ressemble à une perdrix, les ailes ressemblent à une perdrix, les pattes ressemblent à une mouette, mais le tronc ressemble à la perdrix. Donc, j'ai 3 éléments qui ressemblent à une perdrix. Alors, je suis confiante de dire que ma prédiction, c'est une perdrix. Pour vrai, j'ai aucune idée quel type d'oiseau c'est. C'est un exemple comme un autre. Mais à ce moment-là, on se trouve vraiment dans quelque chose d'interprétable parce que ça fait partie même de la prédiction. C'est pas quelque chose qu'on applique a posteriori sur notre décision qui est prise. Autre exemple, c'est l'apprentissage, le raisonnement par prototype. Donc, c'est un peu le même principe. C'est une couche du réseau de neurones qui va regarder pour faire une classification, regarde les différents prototypes qu'ils ont. Donc, par exemple, pour classifier dans une classe, ils regardent les différents exemples de la même classe et s'ils trouvent que ça ressemble plus aux exemples du 6 qu'aux exemples du 1, à ce moment-là, il fait la prédiction sur le 6. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est dans la prédiction même du réseau de neurones. Donc, c'est pour ça que ça compte comme de l'interprétabilité. Autre façon d'avoir de l'interprétabilité dans les réseaux de neurones, c'est avec le désenchevêtrement ou le disentanglement. Donc, le désenchevêtrement, c'est l'analyse de la manière dont l'information voyage dans un réseau de neurones. Donc, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est qu'on veut séparer l'information qui voyage dans le réseau selon des concepts. Donc, ici, sur l'image, on voit une couche, donc un espace latent, où chaque neurone représente un concept. La lampe, la table, le lit, les rideaux. Donc, on veut faire en sorte que l'information qui concerne les lampes dans notre réseau voyage dans ce neurone-là. Et là, ben, ça devient interprétable parce que chaque neurone représente un concept qui est interprétable humainement. Donc, le désenchevêtrement peut être supervisé. Ça, c'est quand c'est un humain qui attribue les concepts. Il peut être non supervisé aussi. Ça, c'est quand l'algorithme choisit les concepts. Donc, dans l'image ici, on voit que c'est l'algorithme qui choisit lui-même quelles sont les formes qui l'intéressent. Salut Sandrine, c'est juste pour te dire que tu es en train de dépasser un peu de ta présentation, puis il reste 10 minutes avant le Gather Town, donc tu peux doucement conclure, mais si tu veux qu'on te pose des questions à la fin et tout, s'il y a des étudiants qui veulent te poser des questions aussi, il faut que tu aménages le temps qui te reste, quoi, 10 minutes. Ça va C'est aller? parfait. Merci, oui. C'est vrai que j'ai pris un peu de temps pour répondre aux questions au fur et à mesure. Ouais. Donc, on va terminer là-dessus. Désolé. Donc, l'intérêt du désenchevêtrement non supervisé, c'est que parfois, dans les données, dans les images qui sont étiquetées par des humains, ben, on a un certain biais en fonction de la tâche. Hein. Par exemple, si on a un jeu de données qui s'intéresse à la reconnaissance des piétons, des vélos dans la rue, ben, il y a peut-être des informations qui seraient importantes pour le réseau de neurones pour qu'il puisse déterminer ses propres concepts que l'humain n'a pas vus. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un désenchevêtrement non supervisé. Alors, je vais conclure. Donc, on a vu qu'il y avait des biais en IA qui pouvaient souvent mener à des inégalités et parfois à de la discrimination quand les inégalités touchent des attributs protégés. Ça vient de nos données qui sont soit sous-représentées pour certains groupes ou qui traduisent un biais sociétal. Ça peut aussi être intégré dans la programmation de l'algorithme si on lui demande de choisir certains attributs par rapport à d'autres. On a vu qu'on avait des mesures d'équitabilité qui nous permettaient d'analyser les biais dans nos algorithmes. Donc, l'équitabilité, ça implique de définir plusieurs métriques et de définir plusieurs variables d'équitabilité. Donc, en fonction de notre contexte, qu'est-ce qu'on considère comme équitable? On a aussi parlé d'interprétabilité qui nous aide à discerner les biais dans les algorithmes. Ça fait référence à la transparence du modèle. Ça s'oppose à l'explicabilité qui, elle, cherche à expliquer comment une prédiction a été effectuée. Et ça va être super important pour les praticiens et praticiennes de l'IA de distinguer les concepts d'interprétabilité et d'explicabilité parce que ce sera bientôt obligatoire de fournir une explication en même temps qu'une prédiction. Donc, que ce soit dans le projet de loi 64 sur la protection des données des renseignements personnels
où dans le GDPR, j'oublie la traduction francophone, je suis désolée. Donc, le droit à l'explication va devenir important. Alors, c'est pertinent de démystifier ces concepts-là dès le début, avant qu'on soit obligé par la loi de le faire. Si vous voulez aller plus loin, il y a un cours qui se donne à l'université, Enjeux philosophiques et éthiques de l'intelligence artificielle, super intéressant. Des nouvelles tendances se profilent en termes d'éthique de l'IA. Le concept de décolonisation, c'est très à la mode, vraiment intéressant. Je vous laisse les références si ça vous intéresse. Il y a aussi plusieurs initiatives AI for Good, Data Science for Good, qui produisent des lignes directrices également. Et puis, je vous mets quelques références sur les références paritaires, donc des références sur des références, c'est super méta. En fait, il y a une présentation très intéressante ici qui montre à quel point il y a des inégalités genrées et raciales en recherche qui se manifestent même dans les références qu'on cite dans nos papiers. Donc, ici, il y a différents outils qui vous permettent d'atteindre la parité référentielle si jamais ça vous intéresse. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous aurez les références. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais prendre les questions. Je vois que plusieurs références se sont... Très belle présentation. Merci beaucoup, Sandrine, pour ton travail, ta présentation. C'était super intéressant. Moi, j'avais juste... Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions ou... Bon, on va les laisser arriver. Moi, j'avais une question pour toi. Au début de la présentation, tu as dit que il y avait la Charte des libertés du Québec qui pouvait montrer que certaines utilisations des systèmes d'IA pouvaient en fait être contre la loi. J'aimerais savoir s'il y a eu des cas de justice en fait où on a effectivement ce type d'algorithme qui se retrouve dans les cours du Québec ou pas vraiment en fait. En fait, ce que je voulais dire par rapport à la Charte des droits et libertés du Québec, c'est pour faire la distinction entre les inégalités causées par l'IA et la discrimination causée par l'IA. Donc, en fait, il y a toutes sortes d'inégalités qui sont causées par l'IA, mais pour qu'on puisse utiliser au Québec et dans la loi le terme discrimination, il faut que l'inégalité touche un attribut qui est protégé. Donc, la charte, là, ne fait pas vraiment référence au système d'IA en tant que tel, mais fait plutôt référence au fait que si on a une inégalité qui touche un attribut protégé, à ce moment-là, on a de la discrimination. Pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on a eu des cas juridiques au Québec en lien avec la discrimination dans les systèmes d'IA? Vite comme ça, j'ai pas l'information là. Ok, c'est pas grave. Peut-être que dans le chat, les participantes ont l'information. Mais on n'en voit pas beaucoup. On entend surtout parler de scandales qui sont révélés par des journalistes un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Ils sont un peu plus... sont moins réticents à déployer des modèles. Mais justement, très peu de cas en cours parce que finalement, il n'y a pas de loi qui sont en place, d'où le fait que plusieurs lois sont en projet en ce moment parce que c'est problématique de ne pas pouvoir poursuivre. Merci beaucoup, Sandrine. Roselyne, est-ce que tu avais une question? Non, je n'ai pas de question. C'est très clair. En fait, c'est une présentation qui amène à beaucoup de questions. Moi, j'en ai une autre. Du coup, tu nous as vraiment très bien présenté la déclaration de Montréal. Est-ce que toi, tu penses que c'est une contribution qui va dans le bon sens? Est-ce que tu penses que elle est suffisamment, elle a suffisamment eu d'influence ou pas suffisamment? Ouais. Oui, c'est ça. J'ai fait le choix de la présenter en détail parce qu'en fait, depuis quelques années, on s'y intéresse beaucoup moins. Il y a eu un grand hype, comme on dit en bon français, sur la déclaration il y a plusieurs années quand c'est sorti. Ça l'a ouvert la voie à considérer l'éthique de l'IA vraiment comme un champ en soi. Puis ça, c'était super bénéfique. Par contre, ça a perdu un peu d'engouement. Puis, comme vous l'avez vu, en fait, la déclaration, là, c'est souvent cité par
les entreprises, tout ça, mais en fait, la déclaration ne nous donne aucune ligne directrice. Donc, c'est très facile de dire en tant qu'entreprise, ah oui, mais moi, mes algos respectent tous les principes de la déclaration d'IA, alors que tout ça est un peu basé sur l'interprétation humaine qu'on en fait. Donc, clairement, ça a ses limites. Puis, comme tu l'as si bien dit, ben, ça pose plus de questions que ça donne de réponses, en fait. Mais je pense que définitivement, c'était un travail essentiel. On le voit, là, c'est encore actuel. Là, tous les principes sont pas démodés, même si on a sorti ces principes-là il y a 4 ans, on a encore des problèmes aujourd'hui. Ça a une portée limitée parce que, bon, ça a comme fonction qu'on réfléchisse. Puis, bien, souvent, on programme avant de se poser des questions. Mais oui, c'était donc un premier travail qu'il fallait faire. Mais là, je pense qu'il faut aller plus loin. Là. Beaucoup de juristes travaillent justement là, sur les projets de loi, puis comment légiférer tout ça. Mais avant que ça soit dans la loi, je pense qu'au moins, on a des lignes directrices éthiques qui peuvent nous être utiles. Puis clairement, on ne peut pas attendre que la loi s'ajuste. C'est beaucoup trop long. Ok, merci beaucoup pour ton retour. Bon, malheureusement, on ne peut pas te poser plus de questions, même si ce n'est pas les questions qui manquent, parce que on a les partenaires de l'événement qui vont commencer à se connecter sur le Gather Town. Il va y avoir le club IA de l'Université Laval. Sandrine, peut-être, je ne sais pas si tu vas y aller ou pas. Oui, Puis je serai là. la startup BotPress sur le traitement du langage et aussi l'entreprise de consulting en IA des étudiants de U-Laval pour discuter un peu de ce qu'ils font et d'opportunités avec eux. Donc, on a mis le lien dans le chat. Il y a aussi le lien sur le site de l'événement. Je vous invite à vous connecter puis d'aller discuter avec tous ces acteurs locaux de l'IA. Aussi, j'aimerais rajouter un truc là, j'ai ajouté un lien là. C'est pour aider un projet au fait pour pouvoir labelliser les jeux de données. Fait que genre, allez sur le site et puis faites le maximum de labellisation possible. Ça va vraiment aider un gros projet en intelligence artificielle. Ok. Je vais arrêter ça.